Je suis très heureux de pouvoir répondre à cette invitation de MyGab TV qui a accepté de pouvoir, qui a accepté de pouvoir, qui a accepté que je puisse me donner mon point de vue concernant les éventuelles similitudes qu'on pouvait lire entre la crise ivoirienne et la crise gabonaise. Du moins, la situation politique en Côte d'Ivoire et la situation politique au Gabon. Concernant le Gabon, comme la Côte d'Ivoire, la situation qui évidemment fait débat est la conséquence d'un processus électoral. C'est-à-dire c'est la crise, les deux situations politiques qui entraînent bien sûr quelques conflits politiques sont nées à la suite d'un scrutin électoral dans les deux pays, donc Côte d'Ivoire et Gabon. La situation qu'on peut évidemment lire est de dire que tout n'est pas rose, comme tout n'est pas noir non plus, dans un pays comme dans l'autre. Dans le cadre du Gabon, on vit actuellement dans une stabilité politique, même si nous avons des divergences. Cela n'est pas propre au Gabon, c'est propre à tous les pays du monde entier où il existe un système démocratique, donc une majorité et une opposition. Certains ont toujours dit que l'élection présidentielle s'est mal passée et qu'évidemment nous marchons sur les vestiges de ce déroulement euh, euh, qu'ils jugent désastreux, ce qui pose aujourd'hui le problème entre la légalité et la légitimité. Ce problème est entré d'autant plus en vigueur au Gabon avec la sortie du film France-Afrique 50 ans sous le sceau du secret du réalisateur français Patrick Benquet et diffusé sur la chaîne publique française France 2. Et également, c'est suite aux différentes déclarations du président de l'Union nationale, Zachary Miboto, qui proclame André Mbabam président de la République du Gabon et au détriment et demande au président Ali Bongo Ondimba de démissionner. En Côte d'Ivoire, nous avons une élection qui s'est très mal passée, contrairement à ce que beaucoup veulent dire ou veulent laisser entendre. Nous avons un scrutin électoral qui ne s'est pas passé dans de bonnes conditions, tout simplement parce que nous avons enregistré des fraudes massives, quel que soit le camp. Quel que soit le camp. Qu'on soit dans le camp de Bagbo ou qu'on soit dans le camp d'Alassane Ouattara. Il a été enregistré des fraudes et des fraudes massives. Dans cette situation, que dit la loi? Que dit le code électoral? Mais quand il y a fraude à une élection, on annule l'élection. On veut que la fraude atteigne quel niveau pour qu'on puisse la considérer comme étant un délit. Lorsqu'il y a fraude, on annule l'élection tout simplement. En Côte d'Ivoire, tout le monde s'est accordé pour dire qu'il y a des fraudes qui ont été enregistrées, mais personne ne veut accepter qu'on puisse annuler une élection qui s'est mal passée. Alors, si on veut dormir sur la situation qui est déplorable et catastrophique, alors on doit tout simplement respecter le Conseil constitutionnel ivoirien, comme on a respecté la Cour constitutionnelle du Gabon. Ce que je veux dire concernant la crise ivoirienne, c'est aujourd'hui, il n'y a pas d'élément que les détracteurs ou les adversaires du président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, ils n'arrivent pas à prouver que Laurent Gbagbo n'a pas gagné les élections, ou du moins qu'eux, ils ont gagné les élections. Lorsqu'on se situe sur les procès-verbaux, apparemment, ils n'ont pas l'air d'être plus enthousiastes que cela. Ils n'arrivent pas à vendre leur victoire, leur soi-disant victoire, à travers des procès-verbaux qui sont des documents qu'on remet à tous les représentants de candidats. Donc, ce qui veut dire que quand on veut refuser la légitimité ou la légalité à un individu, on se doit de fournir des documents qui justifient nos affirmations ou nos déclarations. Ce qui n'est pas encore le cas en Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous fait douter de la crédibilité, surtout de la véracité
des propos tenus par le camp qui refute la victoire de Laurent Gbagbo à cette élection. D'ailleurs, c'est tout à l'honneur de Laurent Gbagbo parce que ça prouve bien, bel et bien que ceux qui ont voulu faire d'Alassane Ouattara le président de la Côte d'Ivoire ne sont pas du tout ceux qui devraient le faire. On a vu aussitôt proclamer, aussitôt les résultats donnés par la Commission électorale indépendante, nous avons vu une pluie d'innovation, pour ne pas dire une pluie de reconnaissance, comme pour vouloir faire exprimer un passage en force, ce qui est totalement refutable. Nous avons eu le secrétaire général de l'ONU qui a pris la parole en première position juste après que la commission électorale indépendante ait proclamé les résultats. Nous avons l'administration américaine qui a emboîté le pas. Nous avons Barack Obama qui a fait une déclaration. Nous avons le président Sarkozy, etc. Rien que cette attitude, qu'on soit pro-Gbagbo ou pas, venait inviter à se poser mille et une questions sur la crédibilité de leur dire. D'autant plus qu'il y a quand même une réalité à ne pas ignorer, c'est le passé politique entre Laurent Gbagbo et les puissances occidentales, et surtout la réalité politique entre la Côte d'Ivoire et les puissances occidentales. C'est pour dire que la situation, on peut évidemment trouver un parallèle entre la Côte d'Ivoire et le Gabon, c'est juste dire que ce qui a posé problème au niveau de ces deux pays, c'est l'organisation d'une élection présidentielle. Donc c'est déjà une similitude. Ensuite, nous avons la naissance de deux présidents en Côte d'Ivoire, donc Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. Comme au Gabon, il y a quelques jours, nous avons Zachary Miboto, le président de l'Union nationale, qui déclare qu'André Baobam est le président du Gabon sur la base d'un document, d'un film documentaire réalisé par un Français. D'autant plus qu'on se souvient quand même que les mêmes Français ont reconnu la victoire d'Ali Bongo Ondimba et surtout les mêmes Français ont été vilipendés pendant l'élection présidentielle parce qu'on les accusait, à tort ou à raison, selon, d'ingérence dans le processus électoral du Gabon. Je ne comprends pas l'incohérence, j'ai toujours du mal à comprendre l'incohérence vécue par certaines personnes de vouloir toujours tirer la couverture de leur côté quand ça les arrange. Quand ça les arrange, oui, les Français sont bons, ils sont justes. Quand ça ne les arrange pas, ils sont méchants, ils sont diaboliques, etc., etc. Je trouve que c'est trop léger et surtout cela ne relève pas d'une certaine crédibilité. Ce n'est qu'à ce niveau-là que je peux situer un parallèle entre la Côte d'Ivoire et le Gabon. Ce qui m'intéresse concernant ces deux crises politiques, c'est surtout les solutions à venir. Pourquoi ne pas laisser, concernant les deux pays, pourquoi ne pas laisser les différents adversaires se rencontrer, se parler et dialoguer? Je pense qu'il existe quand même dans notre tradition africaine ce que nous appelons l'arbre à palabres, où on se réunit pour pouvoir échanger, pour pouvoir discuter, même lorsque nous ne sommes pas d'accord. C'est d'ailleurs ça qui est l'expression d'une maturité politique, mais surtout qui est l'expression d'une grandeur d'esprit. En Côte d'Ivoire, on nous parle d'une élection, du moins mal organisée. Je suis d'accord. Au Gabon, on nous a parlé d'une élection mal organisée. Je suis également d'accord que l'élection présidentielle au Gabon, évidemment, parce que lorsqu'on voit que cela s'est suivi par des affrontements, cela suppose qu'il y a eu une mauvaise organisation. Parce que dans d'autres pays, lorsque les élections se passent et qu'évidemment nous n'avons pas de conflit armé entre les compatriotes, entre les individus du même pays, cela suppose que le processus est plus ou moins ou bien passé. Ce qui n'est pas le cas en Côte d'Ivoire comme au Gabon. Alors, je pense que j'ai essayé de détailler plus ou moins les différents parallélismes tout en disant que la situation en Côte d'Ivoire n'est pas celle du Gabon. On peut essayer de trouver quelques plans, quelques points de convergence. Par exemple, dire d'où part le problème de la crise ivoirienne actuelle, comme d'où part le problème de la crise politique au Gabon actuelle. C'est bien sûr la question de l'organisation des élections et surtout la décision du scrutin électoral.
je pense que ce n'est que le point commun que je peux trouver entre deux pays, sinon de dire qu'au Gabon, il n'y a qu'un seul président, qui est Ali Bongo Ondimba, reconnu par le peuple gabonais, reconnu par la Cour constitutionnelle, reconnu par les organisations internationales et reconnu par tous les pays et frères amis du Gabon. En Côte d'Ivoire, nous avons deux présidents. Moi, j'ai envie de dire, nous n'avons qu'un seul président, le président Laurent Gbagbo, parce que c'est le président reconnu par le peuple ivoirien sous la houlette du Conseil constitutionnel. Donc, en Côte d'Ivoire, nous n'avons qu'un seul président, c'est le président Laurent Gbagbo. Alassane Ouattara sait qu'est-ce qu'il faut faire pour être président de la République. Il sait également, il sait également quelles sont les procédures, surtout quel est le rituel à suivre pour être déclaré président de la République. Ça passe par une élection, ça passe par une validation et ça passe par une prestation de serment. Il n'a rien respecté de cela. L'élection s'est passée, il a perdu les élections parce que jusqu'à aujourd'hui, il n'arrive pas à nous démontrer qu'il a gagné les élections. Par contre, Laurent Gbagbo a été élu par le peuple ivoirien, il a prêté serment par le canal de la Cour, le Conseil constitutionnel, et également, il n'est pas reconnu par la communauté internationale, mais la communauté internationale, comme j'ai envie de le dire, qu'est-ce que c'est cette communauté internationale? Qu'est-ce qu'elle veut dire? C'est qui la communauté internationale finalement? Parce que derrière le silence de milliards d'individus, on a un groupuscule d'hommes qui se font passer pour la communauté internationale, qui se permettent de décider à tort et à travers sur le devenir et l'avenir des individus. Donc, il va sans dire que pour nous, moi je considère personnellement qu'il n'y a qu'un seul président en Côte d'Ivoire qui est Laurent Gbagbo. Il n'y a qu'un seul président au Gabon qui est Ali Bongo Ondimba. Alors, je vais m'arrêter là pour pouvoir répondre aux différentes questions qui me sont posées. Mais je dis bien que ce débat se veut un échange courtois, un échange respectueux. Nos points de vue peuvent être divergents, ils peuvent être différents. Cela n'empêche pas qu'on puisse se respecter. Merci de m'avoir suivi. Alors, je pense avoir fini et je suis prêt pour les phases questions, évidemment pour tous ceux qui ont des questions. Ado refuse de discuter. Cela est tout à fait normal. Celui qui refuse de discuter en général, il sait, il sait de quoi il se reproche. Parce que quand on sait qu'on a raison, quand on sait qu'on a raison, quand on sait qu'on a on sait qu'on a des arguments à faire valoir, ben on est toujours prêt à discuter pour démontrer sa bonne foi, pour démontrer la réalité sur ce qu'on affirme. Donc si Alexandre Draman Ouattara refuse de discuter, ben c'est parce qu'il sait que derrière le coup de force qu'il a voulu orchestrer avec ses amis de la fameuse communauté internationale, le coup de force a raté parce que le peuple ivoirien est debout, Laurent Gbagbo également est debout, et ils ne se laisseront pas marcher dessus par des individus sans foi ni loi qui estiment qu'ils peuvent continuer à pouvoir décider de la vie de millions d'individus comme si on décidait d'acheter une baguette de pain au marché ou une baguette de pain dans n'importe quelle boulangerie. Qui a failli dans l'échec ivoirien et quelle voie envisager pour sortir de ceux qui se présentent comme des hold-up électorales? Qui a failli dans l'échec ivoirien? Qui a failli dans l'échec ivoirien? C'est la communauté internationale qui a failli. Du moins ceux qui ont voulu faire preuve d'ingérence. Et c'est également Alassane Ouattara qui a failli. Il devait respecter la décision du Conseil constitutionnel. D'autant plus qu'il faut qu'on puisse regarder la réalité des choses. Pourquoi, et posons-nous surtout les bonnes questions, pourquoi Alassane Draman Ouattara fait parvenir au Conseil constitutionnel sa prestation de serment par voie d'huissier de justice? Cela veut dire qu'il reconnaît quand même à cette institution la prédominance sur la décision concernant la décision d'un scrutin électoral. Si évidemment il ne reconnaissait pas la suprématie ou la force de décision du Conseil constitutionnel, il n'aurait jamais entamé cette procédure. Cela prouve bien à suffisance que c'est le Conseil constitutionnel qui détient le dernier mot. Et le dernier mot, il a clairement dit que c'est Laurent Gbagbo qui a gagné les élections en Côte d'Ivoire. Il n'y a même pas à discuter là-dessus. Donc s'il refuse le débat,
s'il refuse toute forme de dialogue, c'est-à-dire que c'est lui-même qui est en train de faillir au système, au propre processus sur lequel ils se sont accordés. À ton avis, aura-t-on droit à une intervention de l'ECOMOG? Je pense qu'à cette situation, il faut être prudent. Il faut être prudent. Euh, moi, je pense qu'on n'a pas besoin d'une intervention étrangère ou d'une intervention quelconque. On a juste besoin de pouvoir expliquer au peuple ivoirien que d'un côté, nous avons un groupuscule d'individus qui pensent toujours faire la pluie et le beau temps en Afrique et qui n'ont pas compris que nous avons tourné la page des indépendances où nous étions des peuples soumis parce que non formés et surtout non prêts à pouvoir dire non au moment où il faut. Maintenant que nous arrivons aux premières 50 années, que nous avons tiré le bilan ces premières 50 années, cela veut dire que nous allons sur de nouvelles perspectives. Et cette nouvelle perspective va avec le refus catégorique de toute forme d'ingérence, de toute forme de décision venant de l'étranger. Il faut que le problème vécu par la Côte d'Ivoire soit résolu par les Ivoiriens, voire par les Africains. Lorsqu'il y a un problème dans l'Union européenne, on n'a jamais invité un chef d'État africain, aussi noble ou aussi intègre soit-il, à pouvoir s'ingérer dans les affaires de l'Union européenne comme des États-Unis. Donc je ne vois pas pourquoi pour un problème qui concerne la Côte d'Ivoire ou qui concerne l'Afrique, on puisse toujours envoyer 1001 personnes venant des pays étrangers pour pouvoir décider sur l'avenir de tout un peuple. Quelle voie envisager pour sortir de ce qui se présente comme des hold-up électoraux? Mais il n'y a pas hold-up électoral. Il n'y a pas de hold-up électoral. Il y a un processus à suivre. C'est-à-dire que l'élection s'est passée. Il y a eu une procédure qui dit que l'élection est validée par la Cour constitutionnelle ou le Conseil constitutionnel selon le pays. Alors, on a respecté une voie. Il n'y a pas de hold-up électoral. Un hold-up électoral, cela serait su. Le hold-up électoral, c'est celui qui a envie de faire la fameuse communauté internationale en Côte d'Ivoire et que le peuple ivoirien refuse. Donc je pense qu'à ce niveau-là, il n'y a même pas de débat. Il n'y a pas de hold-up électoral. Il n'y a pas eu de hold-up électoral aussi bien au Gabon qu'en Côte d'Ivoire. Ali Bongo a été élu et validé, reconnu par la Cour constitutionnelle. Laurent Gbagbo a été élu par le peuple ivoirien et reconnu par le Conseil constitutionnel. Pourquoi n'avoir pas respecté les accords signés avec l'ONUCI? Ben vous savez, jusqu'à peu de contraire, c'est l'ONUCI qui n'a pas respecté les accords. C'est l'ONUCI qui n'a pas respecté les accords. Les accords, il est de dire qu'on respecte un processus électoral. Le processus électoral dit clairement que l'élection se passe, la commission électorale indépendante joue son rôle, c'est-à-dire qu'elle supervise les élections, elle fait une proclamation provisoire des élections. Par contre, le dernier mot revient au Conseil constitutionnel, ce qui était le cas. Et le Conseil constitutionnel, parce qu'il n'a pas tranché en faveur de la décision du Conseil, de la Commission électorale indépendante, on estime qu'il n'est pas juste, ce Conseil. Mais il est totalement juste. Juste qu'il n'a pas tenu le discours qu'auraient voulu entendre les partisans d'Alassane Ouattara, comme ceux de la Commission, la communauté internationale. Alors, mais les 10 ans désastreux de Laurent Gbagbo passé au pouvoir ne doivent-ils pas encourager les Africains à soutenir Ouattara, la voie du développement? Les 10 ans passés au pouvoir de Laurent Gbagbo, il faut bien les analyser. Pour ma part, je dis bien que Laurent Gbagbo, on ne lui a quasiment pas laissé le temps de gérer. Quel est ce royaume qu'on veut régner lorsqu'il règne la division? En Côte d'Ivoire, nul n'ignore que toute la partie nord du pays est ingérable, alors que la Côte d'Ivoire est un pays, est une nation une et indivisible, est une république une et indivisible, selon la constitution ivoirienne. Depuis plus de 10 ans, il existe une rébellion dans le nord, et nous savons tous qu'est derrière cette rébellion-là. Comment voulez-vous que Laurent Gbagbo puisse correctement gérer un pays dans la mesure où il y a des rébellions à tout va? Il est tout le temps focalisé sur la gestion du conflit au lieu de gérer les réels problèmes des Ivoiriens. Laissons à Laurent Gbagbo le soin de gérer correctement le pouvoir. Alassane Ouattara pourra encore revenir négocier une élection présidentielle
dans quelques années, mais pour le moment, l'élection est revenue à Laurent Gbagbo et qui n'avait qu'à respecter. Au Gabon, le pouvoir PDG avait refusé la médiation de l'Union africaine après les constatations de l'opposition. Je me demande ce qu'on appelle le pouvoir PDG. Je ne connais pas le pouvoir PDG. Je connais qu'il y a un président de la République. Je sais qu'il y avait une présidente de la République par intérim qui était Rose-Francine Rokombe. Je sais qu'il y a un président de la République actuellement qu'on appelle Ali Bongo Ndimba, qui est président de tous les Gabonais. Il n'est pas président que des PDGistes ou des membres du PDG, mais il est président de la République. Donc, si l'opposition comptait les élections, ce qui est normal, si elle s'estime lésée, cependant, je pense que on n'avait pas besoin d'une intervention étrangère, du moins de l'Union africaine. Il y a eu une élection qui s'est passée. Preuve à l'appui, on a démontré par A plus B qu'Ali Bongo Ondimba avait gagné. Il y a eu trois candidats. Les trois principaux candidats se déclarent vainqueurs. À un moment donné, on tranche. Et lorsqu'on a tranché, la Cour constitutionnelle a tranché en regardant les différents procès-verbaux. On s'est rendu compte qu'Ali Bongo Ondimba était vainqueur. La preuve en est que pendant un an, Pierre Mamundou et André Mbobam, qui étaient également les deux opposants qui estimaient lésés, ne discutaient pas le pouvoir. Comme par miracle, on a un film documentaire qui sort et qui déclare qu'André Mbobam était vainqueur. Mais c'est trop facile. Sinon, nous également, nous pouvons venir faire un film, monter un film, comme quoi évidemment, Ali Bongo ou Luc Bengonessi ou encore le professeur et le pasteur XY a gagné les élections au Gabon. Non, lorsqu'on veut traiter des sujets aussi sérieux que l'avenir d'un pays, restons sérieux. Il n'y a pas de pouvoir PDG, il y a un président de la République, Ali Bongo Ondimba, qui gère le quotidien des Gabonais comme il peut. C'est pas facile, comme ce n'est pas facile dans tout pays. Sinon, cela se saurait. On a vu en France toutes les revendications qu'il a faites, pourtant c'est une république. On a vu dans tous les autres pays du monde entier où c'est pas facile. Aux États-Unis, avec Barack Obama, c'est pas facile. Donc Ali Bongo Ondimba aussi, c'est pas facile pour lui, comme pour ses autres pères, chefs d'État africains. Laissons-lui le temps de pouvoir mettre en place les différents mécanismes pour pouvoir évidemment amener le Gabon vers le développement. Que pensez-vous des multiples attaques subies par Ali Bongo Ondimba? Pensez-vous que Mbaba André soit derrière ces manœuvres? Je ne ferai pas de procès à André Mbobam, ce n'est pas mon rôle. Je pense que Ali Bongo Ndimba est un homme public, c'est un homme politique. Lorsqu'on entre dans la vie politique ou dans la vie publique, il faut s'attendre à ce qu'on ne puisse pas être aimé de tout le monde. Et c'est actuellement son cas. Vous pensez que Ali Bongo Ndimba subit plus d'attaques que ses autres pères chefs d'État? Non. Dans tous les autres pays du monde entier, et tous les présidents sont critiqués. C'est d'ailleurs cela le sens de la démocratie. C'est là qu'on prouve, c'est là qu'il prouve d'ailleurs qu'il est démocrate parce qu'il accepte les remarques, il accepte les critiques, il accepte même les injures. Il accepte même les injures de ses détracteurs, de ses adversaires et de ses opposants. Cela prouve bien qu'on ne peut pas forcément être aimé par tout le monde, on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est le reflet d'une société qu'il est en train de vivre. Donc, si André Babam est derrière ses attaques, ses manœuvres, c'est possible. Cependant, je n'entrerai pas dans des conclusions qui me semblent infondées, tout simplement parce que j'estime que lorsque je ne suis pas d'accord avec le président Ali Bongo Ondimba, je le fais savoir de manière courtoise et de manière respectable. Pourtant, j'appartiens à son camp, pourtant j'appartiens à la majorité. J'estime qu'il ne peut pas avoir raison sur tout, il ne peut pas avoir tort sur tout également. Cependant, il y a des manières de pouvoir faire savoir au chef d'État qu'on n'est pas d'accord. Cela ne relève pas forcément d'une attaque personnelle ou d'une attaque ciblée. Comment expliquer la position de Barack Obama face à la crise ivoirienne? Cette attitude vous déçoit-elle? Barack Obama, pour moi, n'a jamais été un surhomme. Il n'a jamais été un surhomme. Barack Obama, pour moi, c'était le président des États-Unis, comme George Bush l'a été, comme Clinton l'a été, comme tous ses prédécesseurs. Il n'a jamais été pour moi un modèle. Il n'a jamais été pour moi un modèle. Pour moi, c'est un homme politique respectable, parce que, évidemment, c'est un être humain et que tout être humain mérite et doit être respecté. Et est-ce que je suis déçu par son attitude face à la position ivoirienne? Oui, je suis déçu par son attitude, parce que cela prouve à suffisance qu'il y a une partialité qui sévit. Une partialité qui sévit. Bien avant que le processus électoral n'ait été terminé,
Déjà que des déclarations de toutes parts fusaient. Cela prouve à suffisance que Barack Obama, comme Nicolas Sarkozy, comme Ban Ki-moon avaient choisi leur camp. C'est leur droit. C'est leur droit. Cependant, ils n'ont pas le droit, par contre, de poser leur choix aux autres. Les Ivoiriens ont choisi un homme qui est Laurent Gbagbo. Et bien sûr, lorsque Barack Obama décide de prendre la parole pour vouloir essayer de faire peser le poids du moins ce poids de sa parole sur le peuple ivoirien ou sur le monde entier, je dis non. Je dis non. C'est une injustice que nous n'allons pas accepter, que nous n'avons jamais acceptée et que nous n'accepterons jamais. C'est d'ailleurs ce qui nous motive davantage à pouvoir soutenir Laurent Gbagbo et à pouvoir porter un discrédit total à ceux qui estiment que c'est Alassane Ouattara qui est le président élu de la Côte d'Ivoire. Bien qu'Ali Bongo Ndimba soit déclaré président de la République, pensez-vous que ces actions soient bien comprises par le peuple? Vous savez, en politique, il existe une formule magique, j'ai envie de dire. C'est-à-dire expliquer sans cesse. Il faut toujours expliquer. Et ce qui manque actuellement à l'équipe à laquelle j'appartiens, c'est le manque d'explication permanente et récurrente. C'est d'ailleurs ce qui fait pécher le président Ali Bongo Ondimba, parce que c'est lui qui est le premier responsable. Lorsque ça va bien, il bénéficie des premiers fruits, mais lorsque ça va mal, il doit également bénéficier des premiers coups de bâton. Et très souvent, on constate qu'il y a un manque d'explication, quand bien même des actions concrètes sont posées. Je ne me permettais pas de dire que le gouvernement fait toujours son travail, parce que je constate moi-même d'énormes manquements, et je le dénonce tout le temps. Je n'ai rien contre le gouvernement, mais j'ai un problème particulier avec les vecteurs de l'immobilisme, parce que j'estime que nous avons fait le choix du changement, qu'Ali Bongo Ndimba représentait le changement, et pour moi, je parle bien, selon moi, il représentait le changement, et c'est d'ailleurs ce qui m'a motivé à pouvoir le soutenir durant cette élection et à continuer à le soutenir malgré la difficulté des tâches qu'il a à résoudre. Après une année d'exercice, Ali Bongo dresse un bilan assez curieux. Pensez-vous qu'il soit à la hauteur de ses fonctions? Vous savez, lorsque Nicolas Sarkozy prend le pouvoir en France en 2007, l'année qui a suivi, du moins les mois qui ont suivi, il était au plus bas des sondages. Pourtant, nul n'ignore que les réformes qu'il engage pour son peuple, pour le peuple français, sont des réformes importantes. Lorsqu'il dresse un bilan, il se veut être objectif. Il se veut poser, il veut poser de nouvelles bases, évidemment, sur tous les éléments ou tous les événements qui ne se sont pas bien passés ou qui se sont passés. Au Gabon, tout n'est pas rose. Dire que tout est rose, ce serait faire preuve d'une grande utopie, mais soutenir un discours enfantin. Lorsqu'Ali Bongo vient à reconnaître qu'il y a eu évidemment des erreurs, mais on dit bien qu'il faut reculer pour mieux sauter. Il reconnaît ses erreurs, il a essayé de visiter toute une année où il était au pouvoir pour que les années futures soient meilleures. Et c'est d'ailleurs l'exercice auquel il s'est donné en disant que il y avait erreur de casting. D'ailleurs, je suis toujours parmi ceux qui disent que les erreurs de casting doivent être corrigées au plus vite, parce que dès que le constat il est fait, cela suppose qu'on a déjà des solutions alternatives. Et le fait que cela puisse continuer à perdurer, parce qu'on va sur le premier trimestre après cette déclaration du président de la République, cela me semble être long sur une année ou encore sur un mandat de 7 ans. J'estime qu'il est, c'est pas pour autant parce qu'on a fait des erreurs qu'on n'est pas à la hauteur. Quand on fait des erreurs, justement, ne pas être à la hauteur, justement ne pas commencer par reconnaître ces erreurs-là. Et Ali Bongo Ndimba reconnaît ses erreurs, il estime qu'il va mieux faire, il estime qu'il peut mieux faire, et il estime que nous pouvons mieux faire.
parce que cela n'incombe pas de sa seule responsabilité, s'il en va de la responsabilité de tous les citoyens gabonais, car la situation politique du Gabon euh, est, relève de l'intérêt de tous. Je ne suis pas d'accord. Il y a eu un état de grâce. C'est monsieur Will de Paris qui le dit. Évidemment, monsieur Will de Paris qui le dit, nos mœurs, je dis toujours, nos mœurs sont démocratiques. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. C'est votre point de vue que je respecte, mais que je ne partage pas. Ce que je veux dire, un état de grâce d'ailleurs en politique, c'est 2 ans. Si vous avez fait un tout petit peu de sciences politiques, vous devrez le savoir. Un état de grâce pour un chef d'État, c'est généralement ciblé à 2 ans, 2 années, voire même 2 années et demie lorsque ce sont des mandats de 7 ans en général, et 2 ans lorsque ce sont des mandats de 5 ans. Euh, L'état de grâce, vous savez, on ne gère pas un pays comme si on gérait une petite affaire personnelle. Il en va de l'avenir de tout chacun. Il faut sans cesse être dans la recherche de compromis, être sans cesse dans la recherche de solutions et surtout être bien sûr tourné vers l'avenir pour que les choses puissent être meilleures. Meilleur vœu, merci. Que répondez-vous à ceux qui disaient que la Cour constitutionnelle était dans l'illégalité lors de l'élection présidentielle anticipée du Gabon? La Cour constitutionnelle n'est pas dans l'illégalité si on veut regarder l'urgence du moment. Les lois sont faites pour les hommes. Elles ne sont pas faites pour asservir ou aviler les hommes. Nous tombons dans un cas de crise. Nous tombons dans une situation profonde. Ce sont une situation difficile. La perte du chef d'État Omar Bongo Ndimba. Qu'est-ce qu'on va faire? Tout remodeler sur une institution qui existe déjà au lieu de pouvoir entamer un processus électoral où la Cour constitutionnelle a toujours joué son rôle et bien sûr après évidemment voir la question de la légalité et de la légitimité. Moi je dis que la vie des individus est plus importante que les cinq petites lois sur lesquelles certaines personnes veulent s'accrocher pour pouvoir continuer à se trouver une existence politique. La Cour constitutionnelle a joué son rôle et c'est le plus important. Que pensez-vous du fait qu'on ait chassé l'ambassadeur de Laurent Gbagbo de la France? Ben, c'est une attitude déplorable. Cela prouve à suffisance que la France avait choisi son camp et le fait qu'on puisse ne pas reconnaître la victoire de son camp, elle puisse être énervée. Ben, je pense que Laurent Gbagbo devrait également appliquer la réciprocité, qui est une attitude noble, tout simplement parce que on traite d'État à État, on ne traite pas de gouverneur de gouvernant à gouverner. La Côte d'Ivoire n'est pas un gouvernorat de la France, donc ce n'est pas Nicolas Sarkozy de décider sur ce qui doit se passer en Côte d'Ivoire, c'est aux Ivoiriens de décider ce qui doit se passer en Côte d'Ivoire. Donc c'est totalement regrettable qu'on soit descendu aussi bas dans la politique étrangère française, mais j'espère juste que la France pourra assumer les conséquences d'un tel acte. L'intérim ne devrait-il pas être prolongé pour repartir sur des bases saines? L'intérim, je ne comprends pas trop bien la question de mon ami le patriote. Quand il me parle d'intérim, l'intérim de qui? L'intérim de quoi? Par rapport à quoi? Si c'est au niveau du Gabon, je pense que le cas échéant, la présidence de Rose Francine Grogombe, euh, le cas du Gabon a été un cas traité déjà. Vous voyez, le cas du Gabon a été un cas traité déjà. Donc, c'est avec beaucoup de regrets que je n'ai pas envie de pouvoir répondre à ces questions-là. Tout simplement parce que je pense que nous devons être tournés vers l'avenir. L'avenir, c'est de dire comment peut-on aider les fils et les filles du Gabon à se retrouver sur une même table pour discuter sur les problèmes du Gabon malgré les différentes opinions. L'avenir est de dire comment Laurent Gbagbo peut associer tous ses frères ivoiriens pour pouvoir s'asseoir et discuter sur les questions qui frappent la Côte d'Ivoire actuellement. Je ne pense pas qu'on puisse s'attarder sur la question de l'intérim de Rose Rogombe qui a repris aujourd'hui sa place au Sénat. Et je pense qu'on doit être beaucoup plus tourné vers l'avenir. C'est ce qui est important. Donc, je souhaite pouvoir répondre sur des questions qui nous font penser à l'avenir et non sur des questions qui nous font réviter le passé
d'autant plus que ce n'est pas porteur. Ne trouvez-vous pas la réforme constitutionnelle qui a été adoptée par le PDG illégale au regard des engagements internationaux de notre pays, notamment la Charte de la démocratie de l'Union africaine, dont le Gabon est signataire? Sur cette question, je vais encore une fois de plus vous répondre avec ma franchise qui n'est plus à démontrer, ou du moins ma rigueur d'analyse qui n'est plus à démontrer. Euh, Personnellement, je trouve que la réforme constitutionnelle engagée, du moins sollicitée par le président de la République et engagée et validée par les institutions publiques que sont le Parlement et le Sénat du Gabon, cette réforme était importante, elle était capitale, elle était nécessaire. Mon point de vue là-dessus est de dire que cette réforme, euh, cette réforme n'est pas totalement complète selon moi. J'aurais souhaité que le président de la République aille encore plus loin. C'est-à-dire que tous les articles où il a sollicité un amendement ou une révision, j'aurais souhaité qu'il puisse aller encore plus loin dans la réforme, mais j'ai confiance, j'ai confiance en sa capacité de pouvoir toujours demeurer dans l'innovation et la réforme. Et c'est pourquoi je dis bien que je sais que dans un mandat de 7 ans, il y a encore, il y aura encore matière à dire, il y aura encore matière à réformer, il y aura surtout encore matière à agir. Donc le président de la République a engagé quelque chose de très important, mais je pense, à mon avis, qu'il n'est pas allé très loin. Du moins, il devrait encore aller plus loin. Euh, cette, euh, cette situation, cette réforme est illégale selon certaines personnes parce qu'elle n'est pas conforme à certains accords. Je veux dire que ce n'est pas qu'elle est, elle est illégale, mais c'est qu'elle n'est pas totalement conforme. C'est qu'elle n'est pas totalement conforme évidemment aux différents engagements pris par le Gabon en matière d'organisation euh, internationale. Concernant cette espèce, j'ai envie de dire, de, 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 cette espèce d'incohérence ou de moins de désaccord que je minimise au maximum, tout simplement parce que j'estime que le poids, le poids des accords signés avec d'autres pays ne doit pas forcément être des prises de position troubles pour notre pays. Que veut dire plus loin pour vous? Pour moi, la notion de plus loin, quand je dis plus loin, dans la révision de la Constitution, selon le président de la République, est de dire que j'aurais voulu qu'on puisse évidemment solliciter une élection à 2 tours pour toute forme d'élection au niveau du Gabon. J'aurais sollicité également qu'on puisse penser à la révision, à la limitation des mandats euh, du président de la République et, et de tout autre parlementaire et de tout autre parlementaire de tout autre élu du Gabon. C'est-à-dire aussi bien des députés, des sénateurs, des maires. Parce que pour moi, j'estime que 2 mandats, c'est largement suffisant. Qu'on soit président de la République, qu'on soit député, ou qu'on soit sénateur, ou encore élu local, 2 mandats me paraissent suffisants. C'est pourquoi j'estime que le président de la République devrait à nouveau initier une révision de la Constitution, mais j'ai foi, je sais très bien que tout n'est pas perdu, bien au contraire, le meilleur reste à venir. Comme on dit toujours, on garde le meilleur pour la fin. Et je pense que cette fin, le président de la République va nous l'annoncer dans quelques mois ou dans quelques années. Pensez-vous que la révision constitutionnelle soit une priorité pour le peuple gabonais? Mais il faut bien commencer par quelque chose. Tout est prioritaire. Tout est prioritaire. Tout est prioritaire. Je pense que concernant la révision de la Constitution nationale, elle était importante. Le président de la République a commencé sur l'annonce de différentes réformes. Il a commencé certaines réformes, la réforme de la fonction publique, la réforme de la Constitution. Je sais que d'autres réformes vont suivre et toute forme de réforme est prioritaire. Certains estiment que c'était une nécessité prioritaire, d'autres vont estimer que ce sont les logements qui sont prioritaires, d'autres vont estimer que ce sont les questions d'économie ou d'emploi qui sont prioritaires. En tout cas, chacun a sa priorité et je pense que celle-ci valait le coup d'être au moins engagée.
Monsieur Télésphore, que pensez-vous de la rencontre avec le président Mamboundou? Mais le président Mamboundou est un compatriote du président de la République. Il ne faut pas l'oublier. C'est un citoyen gabonais. Pourquoi, lorsque deux citoyens gabonais se rencontrent, cela devrait poser problème? Il m'est arrivé de pouvoir rencontrer également d'autres personnalités. Ça n'a pas posé problème. Il est arrivé à Pierre Mamoudou de rencontrer André Mbobam, qui est également le secrétaire de l'Union nationale. Ça n'a pas posé problème. Le président Mamoudou, après l'élection présidentielle, a rencontré le président Miboto, président de l'Union nationale. Ça n'a pas posé problème. Pourquoi s'il vient rencontrer le président Ali Bongo, ça devrait poser problème? Pour moi, je suis tout à fait d'accord que tous nos hommes politiques se rencontrent, que le président de la République, Ali Bongo Ngimba, s'asseye avec ses adversaires politiques, ceux qui ne partagent pas la même vision politique que lui, et qui puissent discuter sur des questions qui touchent tout le peuple gabonais. Donc je pense que ce n'est pas du tout une mauvaise chose que le président de la République puisse rencontrer Pierre Mamoudou, d'autant plus que c'est un homme respectable, c'est un homme important sur la scène politique du Gabon. Moi, j'appelle également, et je le dis, je le souhaite d'ailleurs, que le président de la République puisse également rencontrer les membres de l'Union nationale, d'autant plus qu'ils ont quand même été pendant très longtemps des frères et des amis. Donc cela, je trouve ça assez regrettable qu'on puisse écarter comme ça ces individus de la scène politique nationale. Moi, j'appelle à une véritable union nationale telle que telle que nous l'avons proposée durant la campagne présidentielle dans l'axe 2 du projet présidentiel, l'avenir en confiance. Il y a un programme à suivre, je pense, les 5000 logements et la misère. Mais vous savez, tous les problèmes sont importants. Le problème de la Constitution, elle est importante. Le problème du logement est également important. Le problème de la vie au quotidien des Gabonais est également important. Et je vous rappelle que la réforme de la Constitution touche également la vie des Gabonais, des milliers de Gabonais. Nous allons faire annuler l'adoption de cette réforme dans les institutions compétentes. C'est une option que certains ont décidé de suivre ou décidé de prendre. C'est leur droit. Nous ferons également valoir nos droits devant qui de droit. Mais je dis bien que cette réforme était nécessaire. Pour quelqu'un qui est au plus haut de l'État, je trouve approximatif, très approximatif. C'est un point de vue également que je respecte, même si je ne le partage pas. C'est une manière de voir, mais je pense que vous avez votre opinion sur la question. J'ai également la mienne. Moi, je respecte vos positions. Je vous invite même d'ailleurs à pouvoir vous référer aux juridictions compétentes pour pouvoir faire valoir vos droits si vous estimez que vous avez été lésé. Mais nous également, nous défendrons nos droits devant qui de droit afin de pouvoir faire valoir, la nécessité de cette réforme pour le peuple gabonais. Pensez-vous que Laurent Gbagbo mérite d'être poursuivi par la justice accompagné de sa femme pour les crimes qu'ils ont commis? Ben, jusqu'à preuve de contraire, c'est étonnant que si Laurent Gbagbo ait commis des crimes, c'est étonnant qu'on ne puisse nous parler qu'à ce moment-là. Où étaient ceux qui disent, ceux qui le chantent haut et fort, bien avant l'élection présidentielle? Pourquoi avoir attendu que l'élection présidentielle ait lieu pour nous sortir cette fameuse information? Si évidemment Laurent Gbagbo a eu à commettre des crimes, qu'on nous le déprouve. Cependant, je ne sais pas quelles sont vos sources, mais je vous laisse le soin de pouvoir penser ce que vous pouvez penser concernant cette information. Et par contre, je vous laisse également juger de vous-même cette situation. Mais je dis toujours une fois de plus, lorsqu'on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. Donc Laurent Gbagbo, pour qui certaines personnes n'ont pas beaucoup d'affection, on dit tout et rien sur lui. C'est un droit, c'est une situation que je constate également comme vous, mais cependant, je sais quels sont mes points de vue, je sais quelle est ma position par rapport à cela. Est-ce que vous êtes au plus haut niveau de l'État? Mais tous les citoyens gabonais sont au plus haut niveau de l'État. Tous les citoyens gabonais sont au plus haut niveau de l'État. Je dis bien que tous les citoyens gabonais comme ivoiriens sont au plus haut de l'État. Nous avons pour mission de pouvoir conseiller le chef de l'État au quotidien. C'est une réalité.
nous devons conseiller le chef d'État tout le temps. D'ailleurs, la Constitution le dit clairement. Et le président Ali Bongo Ondimba, à travers les consultations qu'il fait au quotidien, il sollicite que le peuple puisse avoir un discours franc avec lui en lui disant clairement quels sont les besoins, quelles sont les urgences. Donc je pense que je ne suis pas le seul à être au niveau de l'État. Tous les Gabonais sont au niveau de l'État parce que tous les Gabonais accompagnent le chef de l'État dans sa mission de pouvoir décider sur l'avenir et le devenir de son peuple. Est-il vrai que vous êtes le conseiller en communication de Sylvia Bongo Ondimba? Ben, je vous laisse euh, le soin de pouvoir aller sur le Facebook de Madame Sylvia Bongo Ondimba, de pouvoir lui envoyer un email, un petit mot et lui poser la question. Je vous laisse également le soin de pouvoir l'écrire. Elle répond très souvent. Elle répond, c'est une dame très très ouverte, mais je suis beaucoup plus tenté de parler de ses actions que de parler d'une polémique qui, ma foi, semble enterrée et relève du passé. Que comptez-vous faire à titre personnel pour aider les pauvres Gabonais qui se nourrissent parfois des poubelles pour pouvoir survivre dans un pays aussi riche? Ben, c'est la mission à laquelle le président Ali Bongo Ondimba s'attelle au quotidien avec les membres du gouvernement qui ont décidé de lui être fidèles dans la réalisation de son projet de société, l'avenir en confiance. C'est également la mission que je me suis donnée depuis des années, de pouvoir accompagner nos dirigeants à pouvoir amener le bien-être dans le quotidien de nos compatriotes. Il va sans dire que c'est une nécessité, c'est une urgence. Évidemment, le constat est déplorable. Nous marchons sur les vestiges d'une politique de 42 ans d'échec, déjà lue par le président Omar Bongo Ndimba avant son décès. C'est pourquoi je dis bien que cette situation-là, la pauvreté au Gabon, est un problème qui touche tout le monde, qui devrait interpeller tout le monde. Et tous, nous devons nous mettre à l'œuvre pour pouvoir résoudre cette situation qui n'est pas du tout plaisante. Il en va évidemment, comme vous le dites, de l'avenir de nos compatriotes qui sont moins nantis que beaucoup d'entre nous. À quand la justice pour les morts de Port-Gentil? Je pense que le dossier euh, devrait être porté auprès des juridictions compétentes, donc le tribunal de Libreville, voire le tribunal de l'Union africaine, afin qu'on puisse trouver une solution par rapport à cette tragédie. Il faut évidemment que les familles des victimes puissent être éclairées sur les causes de décès de leurs proches. Et je pense que moi-même, je suis également partisan de cette recherche effrénée de justice. D'ailleurs, le président Ali Bongo Ndimba l'avait lui-même dit qu'il était également pour cette recherche de justice concernant les morts de Port-Gentil. Je vous parle de vous et pas du gouvernement. Ben, vous savez que mon action ne s'inscrit pas hors de l'action du gouvernement. Il y a une politique mise en place, les orientations sont données par le chef de l'État et elles devraient être mises en place par le gouvernement. Je ne peux pas m'inscrire hors du champ du gouvernement parce que la feuille de route, les orientations ont été données par le chef de l'État aux membres du gouvernement. Le gouvernement nous fait partager les urgences comme les actions qui sont menées de part et d'autre. Et je dis bien, c'est un travail d'ensemble. Ce n'est pas qu'un travail uniquement réservé au gouvernement. C'est un travail de tous les Gabonais, aussi bien ceux de la majorité que ceux de l'opposition, et eux-mêmes les apolitiques. Nous avons constaté que vous décriez l'incompétence de l'administration de l'UJPDG. N'est-ce pas une tare qui reflète d'une manière générale le PDG? Je pense que l'erreur est humaine. L'erreur est humaine. Nos frères de l'UJPDG, que je salue au passage et pour qui j'ai du respect sur le plan humain, euh, surf encore. J'ai eu l'occasion de discuter avec le responsable pour dire que l'UJPDG surfe encore sur les vestiges d'une politique du passé ou encore sur des politiques politiciennes. Ce dont le Gabon n'a pas besoin actuellement, et encore moins pour aider le président Ali Bongo Niba face à des adversaires farouches comme ceux qui ne sont pas aujourd'hui dans notre camp. Donc il faut dire que quand je décris, ce n'est pas tant pour vilipender ou pour torturer mes compatriotes appartenant, membres de l'UJPDG, mais c'est beaucoup plus pour les exhorter
pour les aider à pouvoir réfléchir davantage comment il faudrait que nous accompagnions tous chefs de l'État. Comme on dit bien, il suffit qu'une dent soit pourrie pour que toute la bouche puisse être complètement infectée. Ce qui veut dire que lorsque l'UJPDG pose des actes, cela veut dire que nous tous, nous tous qui appartenons, qui soutenons la politique du président Ali Bongo Ndimba, nous allons être éclaboussés par leurs actions. Ce qui veut dire que nous avons le droit également d'interpeller l'UJPDG, comme nous avons le droit d'interpeller le gouvernement, comme nous avons le droit d'interpeller le chef de l'État lorsque nous estimons que le Gabon n'est pas géré comme nous l'aurons souhaité, ou encore qu'il y a des politiques publiques qui sont mises en place et qui ne vont pas dans le bon sens, dans la recherche du développement ou de stabilité pour notre pays. Je trouve que pour un homme aussi engagé que vous, nous laissez au travers de vos écrits, vous faites trop de langue de bois, êtes-vous ou non conseiller la première dame, sinon, quels sont donc vos attributs? Mais je vous ai répondu, mais juste que ma réponse n'est pas celle que à laquelle ma réponse n'est pas celle à laquelle vous attendez. Donc du coup, je lis dans votre message une incompréhension. Je vous ai dit clairement que c'est une affaire qui relève du passé et que je n'ai pas pour intention de revenir là-dessus. Il y a eu des réponses claires, nettes et précises. Si vous effectivement vous me lisez comme vous le dites si bien dans vos écrits, vous avez dû lire également ce que j'ai eu à écrire sur le sujet. Donc, je ne compte pas revenir sur le sujet. Et d'autant plus que j'ai été invité pour parler du parallélisme qu'on pouvait faire entre la crise ivoirienne et la crise gabonaise. Que pensez-vous de la France-Afrique? Que pensez-vous du niveau de développement de l'Afrique francophone comparativement aux richesses exploitées des 50 dernières années? La France-Afrique, pour moi, j'estime que c'est un serpent invisible que seuls les hommes visibles, surtout les hommes visibles éclairés, peuvent tuer définitivement. C'est un rouleau compresseur destructeur qui pille nos pays depuis plusieurs décennies. N'oublions pas quand même qu'il y a eu la période de la colonisation, qu'il y a eu la période du néocolonialisme. Donc moi j'estime que c'est une structure gérée par un groupuscule d'individus sans foi ni loi qui ont qui relèvent d'un autre monde, qui ont des pratiques qui relèvent d'un autre monde et qui sont surtout des, des assassins sans pitié, sans pitié. Parce que accepter de pouvoir bénéficier, spolier ou profiter des richesses appartenant à un peuple pour des besoins personnels, je trouve cela totalement inhumain. C'est pourquoi j'estime que la France-Afrique est une structure que nous devons nuire maintenant. Si on se limite à regarder les actions de la France-Afrique depuis les années 1960, on se rend bien compte qu'elle ne nous a rien apporté de bon et qu'elle nous a toujours servi tout ce qu'il y avait de mal, y compris ce qu'on appelle la pseudo-démocratie dans nos États. Que faites-vous dans la vie à part la politique? Quel diplôme avez-vous? Ben, si vous voulez savoir ce que je fais dans la vie, je pense que je suis un citoyen gabonais qui évidemment est intéressé par des questions politiques, par des questions publiques. J'apporte ma pierre à l'édifice, comme bien d'autres sur la scène nationale, voire internationale. Et c'est à ce titre-là que je m'exprime ce soir. C'est pourquoi je vais me limiter à cela en disant que je suis évidemment un professionnel en communication politique et publique, centré sur l'analyse du discours et les stratégies politiques. Donc je vais me limiter à cette dénomination-là pour essayer de vous dire dans quel cadre j'interviens ce soir. Êtes-vous toujours solidaire à la mesure de l'introduction d'exploiter du bois malgré les différentes conséquences négatives induites? Je pense qu'il y a eu une mauvaise lecture quant à cette décision, mais d'abord au préalable, je pense que cette réforme qui était une réforme importante, a été mal engagée. Il n'y a pas eu suffisamment d'études approfondies, il n'y a pas eu suffisamment de décisions, il n'y a pas eu de décisions concertées autour de cette décision. Donc c'est pourquoi ça pose tant de problèmes. C'est pourquoi je pense qu'évidemment, il faut qu'on puisse recentrer les choses autour d'un dialogue,
autour d'un débat afin qu'on puisse de part et d'autre trouver des solutions. Nul n'est pas, personne n'est là pour pouvoir susciter la polémique, encore moins susciter la division ou la discorde entre les différents intervenants dans cette situation. On est là pour trouver des solutions, qui portent. Donc c'est pourquoi je dis que cette décision me semble importante. Cependant, elle mérite d'être révisée, tout simplement parce que jusqu'aujourd'hui, ça pose toujours problème. Et nous sommes là pour trouver des solutions et non pour approfondir les problèmes. Vous parlez de France-Afrique comme le mal de l'Afrique. Que dites-vous des 300 milliards dépensés par Ali Bongo rien que pour ces voyages en cette année? Mais vous savez, je ne sais pas d'où vous tirez cette information. Donc, je serais bien intéressé de pouvoir avoir vos sources parce que je sais très bien que parfois certains s'amusent à dire tout et n'importe quoi. Si vous disposez d'un rapport officiel établi par le ministère du Budget ou le ministère de l'économie gabonaise, je porterai beaucoup plus de crédit à votre discours. Cependant, pour le moment, je ne vais pas commencer à spéculer ou à discuter, débattre sur des décisions, sur une information qui me semble un tout petit peu grotesque. Après la présence illégitime de Morantou à la Cour constitutionnelle en 2009, ne pensez-vous pas que le gouvernement devrait, dans un souci de réforme, la virer tout au moins si tant est qu'il est progressiste? Ben, vous savez, concernant la Cour constitutionnelle, je pense que euh, il y a des compétences au Gabon qui sont prêtes à pouvoir se pencher sur la question si la nécessité s'impose. Pour le moment, elle ne s'impose pas du tout. Madame Boranzo fait un travail appréciable selon certaines personnes et déplorable selon d'autres personnes. C'est ça le jeu de la démocratie. Madame Boranzo ne fait pas l'unanimité, comme moi-même, je ne fais pas l'unanimité dans mes déclarations. Donc, je puis comprendre qu'on puisse évidemment ne pas totalement être d'accord avec certaines positions. Mais pour le moment, j'estime que Madame Boranzo représente une institution et qu'elle mène à bien son travail. Et moi, je me limite au fait qu'elle puisse bien mener à bien son travail. C'est le plus important. Le jeu démocratique, point d'interrogation, en étant hors mandat. Ben, vous savez, le jeu démocratique, il a plusieurs facettes. C'est pourquoi je dis toujours qu'une fois que les bases sont faussées, essayons plus ou moins de rattraper les choses à travers, euh, à travers ces bases qui, ma foi, relèvent bien sûr de... qui relèvent bien sûr parfois de l'incohérence. Je ne dis pas que tout est rose, tout est beau au Gabon en matière de cours constitutionnel, mais cependant, j'estime que Mme Brancho fait un travail qui peut être salué, comme qui parfois également peut être décrié, mais pour le moment, je suis totalement en accord avec son travail. Mborontio Obamungomo. Ben, si vous allez chercher une rime, c'est possible, bien sûr, je l'accepte, c'est même un compliment pour moi. C'est une dame respectable, c'est une dame intelligente, c'est une dame charmante, et j'estime que si évidemment vous arrivez à trouver une relation entre Madame Borantou et moi, je suis d'autant plus honoré. La pauvreté des populations gabonaises n'est pas une preuve suffisante de l'incompétence des hommes politiques gabonais. Je ne sais pas, c'est pas une question d'incompétence. C'est pas une question d'incompétence. Parce qu'on a plusieurs pays au monde entier où il y a la pauvreté. Cela ne relève pas forcément du domaine politique. C'est aussi du domaine de l'éducation. L'homme politique ne peut pas tout faire. Il y a également la société civile qui devrait agir, qui doit poser un peu à l'édifice. Il y a également la population qui peut et qui devrait agir afin qu'on puisse bien sûr vivre dans de meilleures conditions. Ne pensez-vous pas qu'avant de tuer la France-Afrique, il faut déjà apprendre à nos dirigeants les principes même d'une bonne gouvernance? Je pense que nos dirigeants disposent des principes de bonne gouvernance. Mais la chose politique et publique n'est pas facile. La gestion de la chose politique et publique n'est pas facile. Sinon, je l'ai bien dit que on aurait des pays, on aurait tous des pays développés dans ce monde. En France, tout n'est pas rose, tout n'est pas blanc. Pourtant, il existe la démocratie. Il n'existe pas de France-Afrique. Pourtant, on rencontre bien sûr des problèmes. Aux États-Unis, où la France-Afrique n'a aucun poids, n'a aucune existence, n'a aucune forme de légitimité ou de légalité,
On voit bien qu'il existe des problèmes. Cela ne veut pas dire que pour autant que Barack Obama ou ses prédécesseurs ont été incompétents. Je dis bien que c'est un travail de groupe. Il faut arrêter qu'on pense, nous devons arrêter de penser que c'est le travail d'une personne ou d'un groupe ou de toute forme de groupuscule de personnes. C'est un travail collectif que nous devons mener ensemble pour le bien-être de nos populations et de nos pays. Comment décriez-vous la position de l'Union africaine face à la crise ivoirienne? Ben, pour le moment, l'Union africaine a eu une position honorable et respectable, tout simplement parce que je me limite au fait elle ait pu envoyer des médiateurs, depuis d'ailleurs Thabo Mbeki, en passant par les trois chefs d'État euh, pour discuter, parce qu'une fois de plus, ce n'est que par le dialogue qu'on trouve des solutions et non par des vecteurs de discorde et non par des moyens de division qu'on pourra arranger cette situation en Afrique, donc en Côte d'Ivoire notamment. Je pense que la position de l'Union africaine, je la trouve louable dans le sens où elle cherche à résoudre la crise ivoirienne et non à pouvoir chercher le conflit permanent et récurrent. Ne pensez-vous pas que la transition guinéenne peut être une source d'inspiration pour le reste de l'Afrique? Mais il n'y a pas que la transition guinéenne. Il y a la transition au Gabon, il y a la transition dans plusieurs pays, il y a la transition dans plusieurs États africains qui sont très bien passés. Donc je pense que il n'y a pas qu'en Guinée où l'élection s'est plus ou moins bien passée. En Guinée également, il y a eu quelques contestations, ma foi, qui ont été minimisées par les médias, mais il y a eu des contestations. Cependant, on doit te dire qu'on doit toujours respecter la validation faite par la plus haute instance juridique du pays. La démocratie respecte le droit, alors si Mboranto est illégitime, on doit respecter le peuple, donc sa constitution. Je vous ai dit que je ne suis pas là ce soir pour parler de Marie-Madeleine Mboranto. Je vais même faire une exception en vous donnant mon point de vue sur cette question-là. Mais le thème de mon sujet était le parallélisme entre la Côte d'Ivoire, entre la crise politique en Côte d'Ivoire et au Gabon. Si vous avez un problème particulier avec Mme Mboranto, je vous invite à lui envoyer un mot pour pouvoir lui dire votre désaccord. Cependant, moi, je n'ai pas à répondre sur des questions d'attaque personnelle concernant cette autorité du pays. La jurisprudence Ouattara pourra-t-elle enfin accélérer, je pense, le processus de démocratisation du continent? Mais il n'y a aucune jurisprudence de Ouattara. Ouattara a perdu les élections, point. Il n'y a pas à discuter là-dessus, il n'y a même pas à revenir là-dessus. D'ailleurs, moi, j'invite le président Laurent Gbagbo à pouvoir publiquement inviter Ouattara à pouvoir dialoguer. Et s'il ne veut pas dialoguer, l'hôtel du Golfe doit être libéré parce que cela ne peut pas être l'otage d'un individu en mal de reconnaissance qui ne veut qui continue à refuser d'accepter le verdict des urnes. Il est hors de question que Alassane Ouattara puisse devenir une vedette incontournable dans la mesure où il a perdu les élections. Il faut le dire et il faut le reconnaître. Le Conseil constitutionnel a décidé que Laurent Gbagbo est président de la Côte d'Ivoire. Il n'en sera pas d'autre. Qu'en déplaise les soutiens d'Alexandre Ouattara et ses partisans. Il y a un mois, Magab TV recevait M. Julien Cole, représentant de Transparency International. Que pensez-vous de l'affaire des biens mal acquis? Vous savez, l'affaire des biens mal acquis, comme je l'ai écrit sur mon espace public, c'est un dragon à plusieurs têtes et que pour l'analyser, il faut l'analyser froidement, mais surtout sans passion. Euh, L'affaire des biens mal acquis, je la soutiens. Euh, Si évidemment les biens euh, obtenus par nos chefs d'État africains ont été acquis de manière frauduleuse, la justice française le dira. Si évidemment les biens ont été acquis de manière honnête, la justice française également se prononcera là-dessus. Euh, la loi française, elle est claire. La loi française dit que la justice française a le droit de se pencher sur, de savoir comment ont été acquis des biens qui sont sur le territoire français. Ce n'est qu'à cela que se limite le pouvoir de la justice française. Et laissons la justice française faire son travail. Je soutiens dans le sens où c'est pour une justice de justice. Le président Ali Bongo disait dans son projet de société qu'il est pour plus de justice aussi bien au Gabon que dans le monde. Donc,
laissons la justice faire son travail, et puis regardons les décisions, ne tirons pas de conclusions hâtives, n'allons pas sur des spéculations qui vont bien sûr commencer à travestir la réflexion autour de ce sujet-là, laissons les juridictions compétentes faire leur travail. Et laissons surtout les avocats des partis défendre leur point de vue et non nous-mêmes venir à tort et à travers toujours débattre, parfois même maladroitement, sur des sujets aussi sensibles. D'autant plus qu'il en va quand même d'une affaire qui concerne trois chefs d'État africains, qui ne concerne pas trois pays africains, je précise. Cela concerne trois chefs d'État africains. Donc, Obiangema, Ali Bongo Ndimba et Denis Sassou Nguesso. Si Bagbo part, Ali Bongo dehors, que vous inspire cette phrase? Ben, vous savez, cette phrase m'inspire une opinion, comme toutes les autres. Cependant, elle a malheureusement la malchance de pouvoir faire l'unanimité, comme celle qui dit que Laurent Gbagbo doit rester parce qu'il était élu, Ali Bongo doit rester parce qu'il était élu et reconnu par le peuple gabonais, et reconnu par la Cour constitutionnelle, comme Laurent Gbagbo était élu par le peuple ivoirien, et reconnu par le Conseil constitutionnel. C'est une phrase comme toutes les autres, comme j'ai également entendu d'autres phrases qui disaient que Laurent Gbagbo doit rester au pouvoir, comme j'ai entendu que Ali Bongo Niba devrait rester au pouvoir. Les pros à Ouattara remercient Ali Bongo de son soutien à leur candidat. Mais c'est leur droit. C'est leur droit. Ali Bongo a le droit de pouvoir avoir une préférence pour un candidat, même si sa préférence ne pèsera pas plus que le vote d'un Ivoirien. Malheureusement, la Côte d'Ivoire a choisi donc mais c'est pas le candidat peut-être qu'Ali Bongo a soutenu, du moins que les pro-Ouattara Ali Bongo a soutenu qui a gagné les élections. C'est malheureusement Laurent Gbagbo qui a gagné les élections et ce n'est qu'ainsi que l'avenir de la Côte d'Ivoire se décidera. Ali Bongo a un point de vue, comme plusieurs autres personnes ont un point de vue. Les Gabonais ont un point de vue, certains Gabonais ont des points de vue sur la question. Donc je ne vois pas pourquoi on devrait apporter plus de crédit, plus de poids au point de vue d'un individu. À quand le retour? Excusez-moi. À quand le retour de M. Téléspoir dans l'opposition comme son ami M. Okili Boye? Je n'aurais pas de... Déjà, je n'ai pas été dans l'opposition parce que pour s'opposer, il faut avoir en face de toi un adversaire. Je n'ai pas été dans l'opposition. J'étais juste en désaccord avec le président Mabongo Ndimba sur certaines réalités. Lui-même, il a décrié ces positions-là. Donc, il ne faut pas penser que parce qu'on est contre des situations, on est contre les décisions du pouvoir en place, ça veut dire qu'on est dans l'opposition. Aujourd'hui, j'appartiens à la majorité. Je dis bien que la meilleure manière d'aider Ali Bongo, c'est de toujours lui dire la vérité, de toujours l'accompagner au quotidien dans son travail, parce que c'est un travail collectif. Ce n'est pas le travail d'Ali Bongo uniquement, c'est un travail collectif. Monsieur Okili Boye n'a pas fait une déclaration alors il était dans l'opposition. Je me souviens qu'il a fait une déclaration où il disait qu'il soutenait Ali Bongo Niba. Je vais m'en tenir à cela. Pour le moment, j'attends qu'il fasse une déclaration officielle de son adhésion dans l'opposition. Je respecterai, comme j'ai toujours respecté, les positions de tout un chacun. Et l'avis de M. Okili Boye n'est que son avis à lui, qui n'engage que lui. Donc, moi, autour de l'opposition, je n'ai pas été dans l'opposition et je ne serai pas dans l'opposition parce que j'estime que nous devons gérer le Gabon ensemble et non pas dans la division. Parce que qui dit opposition, dit division, dit discorde, dit parfois même violence. Et je ne suis pas un partant de la violence, donc c'est pourquoi j'appelle à l'union de tous les Gabonais autour du président de la République pour mener à bien les questions du Gabon. Mbabam m'a dit, votre temps est fini, partez. Mais nous disons sur Mbabam que, monsieur Mbabam, votre temps n'est pas arrivé, donc restez tranquille et attendez. Vous voyez, c'est si simple que ça. Il demande de partir, nous demande d'attendre. Ali Bongo n'a pas été élu ni par le peuple dans sa majorité. Pourquoi croyez-vous donc que le pays est bloqué sur l'élection anticipée? Nous ne sommes pas des masochistes et aimons notre pays, M. Bangomo. C'est pour cela qu'on se bat peut-être bien qu'on se... Ce que je vais vous dire, c'est que vous n'avez pas le monopole d'amour pour ce pays-là. Nous aussi, on aime le Gabon. Pourquoi penser que parce qu'on est derrière
on est dans la majorité qu'on n'aime pas le Gabon. Nous aussi, on aime le Gabon autant que vous, si pas plus que vous. Cependant, nous avons une manière différente d'exprimer notre amour du Gabon parce que depuis nous vous invitons à pouvoir rester, à pouvoir venir travailler avec nous dans la majorité, vous avez toujours refusé. Mais vous savez, je dis bien que nos mœurs sont démocratiques et nous avons des hommes libres. Nous sommes des hommes libres et de bonnes mœurs, comme vous également, vous êtes des hommes libres et de bonnes mœurs. C'est pourquoi je vous invite à respecter nos positions, comme nous respectons aussi les vôtres. Tu n'auras jamais un poste, Ali ne va pas te donner. Ben, vous savez, je ne fais pas la politique pour avoir un poste. Et qu'est-ce qui vous dit que je ne suis pas déjà en poste? C'est bien dommage parce que vous êtes une fois de plus encore dans la spéculation. Qu'est-ce qui ne vous dit pas que je suis déjà en poste? Donc, je vous invite toujours à vérifier vos sources parce que c'est justement des déclarations pareilles qui prouvent bien que vous ne maîtrisez pas le système politique au niveau du Gabon. Pensez-vous que le combat mené par Gbagbo en Côte d'Ivoire est une bonne chose pour une véritable Union africaine? Mais le combat que mène Laurent Gbagbo est un combat noble. C'est un combat qui prouve que c'est un véritable homme d'État. C'est un homme aguerri dans la gestion de la chose publique et politique. Laurent Gbagbo a bien prouvé qu'il est à même de viser la Côte d'Ivoire et c'est pourquoi les Ivoiriens ont fait confiance à cet homme. Donc je pense que Laurent Gbagbo n'a plus rien à prouver sur la scène politique nationale et internationale. Tu seras conseiller à la CNAMGES comme ECOGA. Mais si c'est un souhait, je vous en remercie parce que être conseiller à la CNAMGES, c'est honorable parce qu'on travaille pour son pays, on travaille pour son peuple, on travaille pour ses compatriotes. Et si vous savez à quoi sert la CNAMGES au Gabon, vous aurez été d'autant plus sympathique en disant que c'est un organisme, une structure qui s'occupe du bien-être social des Gabonais. Je serais d'autant plus honoré de pouvoir servir mon peuple comme je l'ai toujours à la CNAMGES, comme je l'ai toujours servi. Venez dans votre majorité pour travailler où et comment et avec qui. Les enfants des hommes au pouvoir, dont les enfants occupent les mêmes postes chez les juniors, comme vous-même l'avez dénoncé. Oui, j'ai dénoncé la situation de l'UJPDG. Cela n'est pas forcément le reflet de la structure administrative du Gabon. Je connais des enfants issus des milieux défavorisés ou des milieux pauvres qui ont accès aujourd'hui aux postes les plus importants dans notre pays. C'est pourquoi je vais vous dire que le Gabon est une affaire, la gestion du Gabon est une affaire de tous, et pas d'un clan, et pas d'une famille, et pas d'une tribu, et pas de... C'est l'affaire de tous. Alibet, tu es... Monsieur Télesport, je vous laisse le loisir de clore ce débat s'il n'y a plus de questions. Évidemment, je me rends compte que euh, il y a des questions. Il y a des questions pourquoi clore le débat. Quels sont vos rapports avec Amos Peya, Vivien Peya? Ben, Vivien est un petit frère pour qui j'ai pour qui j'ai du respect. C'est pour qui j'estime qu'il a l'école, il a l'école du savoir politique, il a l'école de l'expérience politique. Donc c'est pourquoi j'estime que lorsqu'un petit frère n'agit pas selon les objectifs qui ont été fixés et, et sur lesquels nous aurons à débattre en 2016, il revient de mon droit, voire de mon devoir, d'interpeller ce petit frère, ce compatriote, et de lui dire qu'il n'est pas sur la bonne route et qu'il faut évidemment qu'il puisse euh, marcher sur évidemment un meilleur chemin sur les voies de l'avenir et non sur les voies de la cristallisation des préjugés ou encore des fausses informations. Où est-il Existe-t-il un problème ethnique au Gabon? Si oui, comment le résoudre? Il existe un problème ethnique au Gabon. Faut pas qu'on se trompe. Sinon, le président de la République n'en aurait pas parlé dans son discours du 16 octobre 2010. Sinon, on n'aurait pas parlé de ce débat-là durant l'élection présidentielle déjà. J'ai pu m'entretenir sur ce sujet sur une chaîne que je ne veux pas citer, mais qui est Canal 3 Monde, où je disais que les solutions pour lutter contre le repli dentaire ou l'ethnicisme étaient de pouvoir appliquer la politique des quotas. C'était également pouvoir mettre en place des lois qui visaient à pouvoir refuser
euh, toute forme de repli identitaire, c'est-à-dire légiférer tout un cadre afin de pouvoir mieux défendre l'émergence ou l'existence de ce phénomène qui, ma foi, fait plus de mal que de bien. Donc, il va sans dire que le repli identitaire n'est pas quelque chose de souhaitable, mais surtout quelque chose sur lequel nous devons refuser toute forme d'adhésion parce qu'il en va de l'avenir de notre pays, mais surtout de la vie de nos compatriotes et de nos enfants. Pensez-vous qu'Ali Bongo réussira à échapper au coup d'État qui le guette jusqu'à 2016? Bon, je vous avoue que c'est peut-être la seule question qui me semble la plus pertinente de toutes vos questions. Ali Bongo a été alerté des conditions, la mise en place des conditions du coup d'État. Donc, je pense qu'il fera tout ce qui est en son pouvoir pour pouvoir mieux se préparer, c'est-à-dire mieux encore plus travailler pour servir le peuple gabonais, encore faire plus d'efforts pour accompagner le gouvernement dans sa mission et une fois de plus, encore mieux sécuriser notre pays contre toute forme de prise de pouvoir illégitime et illégale. Donc cela va sans dire que Ali Bongo également veille à ce que le pouvoir, du moins veille à ce que les lois ou encore les décisions de la République soient respectées. Baobam m'a dit, votre temps est fini, partez. Moi, je dis à Baobam que son temps également est passé et qu'il doit maintenant attendre. Combien de temps reste-t-il à Léon Babo selon vous? De toute façon, ne semble-t-il pas réaliste de penser qu'il restera là? Mais Babo restera là parce qu'il doit être là. C'est pas, il n'y a pas de quiproquo, d'amalgame là-dessus. Léon Babo restera là parce qu'il doit être là. C'est sa place. Il a été élu et c'est sa place. Il restera là combien de temps? Il restera là tout le temps de son mandat. Selon vous, Biogemba restera-t-il à être reconduit? Que pensez-vous de son action? Le Premier ministre Paul Biogemba, pour qui j'ai beaucoup de respect en tant qu'être humain, euh, euh, pose des actions qui, ma foi, me semblent insuffisantes pour pouvoir mieux vendre notre action, ou du moins notre position, ou du moins notre dynamisme au peuple gabonais. Maintenant, concernant sa reconduction, elle ne relève que de la seule volonté du chef de l'État. Et jusqu'à preuve de contraire, je ne suis pas encore président de la République. Donc, je m'abstiendrai de pouvoir porter je m'abstiendrai de pouvoir donner une position qui ne relève pas de ma compétence. Je pense que chaque personne a le droit d'avoir un point de vue là-dessus. Mais par contre, il faut respecter la place de tout chacun. Et cette décision relève des prérogatives du chef de l'État et non des miennes. Que pensez-vous d'une cohabitation en 2011? Une cohabitation en 2011, il faut déjà qu'elle ait lieu, cette cohabitation. Et maintenant, qu'est-ce que je pense de cette cohabitation? Je pense que le Gabon ne s'en sortirait pas davantage. Au contraire, cela va sans dire que la situation politique gabonaise va s'empirer. Tout simplement parce que je ne vois pas la cohabitation comme étant quelque chose de pouvoir, comme étant une position qui visera à développer le Gabon ou à se concentrer sur les problèmes gabonais. Mais je verrais l'arrivée de l'opposition euh, dans euh, dans l'esprit de la cohabitation, je vois l'arrivée de l'opposition comme étant un moyen de pouvoir nuire ou pourrir l'existence, ou du moins noyer le projet de secteur de confiance, pour discréditer au maximum le président Ali Bongo Niba, mais surtout pour récupérer les élections présidentielles de 2016. Quel commentaire faites-vous au sujet de cette phrase? Je jure de servir les intérêts de la franc-maçonnerie régulière. Mais Ali, quel, euh, quel commentaire ferais-je de la phrase lorsque je vois des chrétiens catholiques ou des chrétiens protestants ou des musulmans prêter serment devant la Bible, devant leurs frères chrétiens, lorsqu'ils disent ils jurent de respecter la parole de Dieu et de la servir. Moi, j'estime qu'Ali Bongo Ndima appartient à un cercle de réflexion où évidemment l'adhésion
où la prestation des serments nécessite un certain rituel. Il a respecté euh, le rituel imposé par ce cercle de réflexion, ce cercle philosophique. Donc, je ne vois pas pourquoi je fais plus de commentaires en disant il va servir les intérêts de la Gabon. Et il n'y a pas d'incompatibilité entre les intérêts de la franc-maçonnerie et les intérêts du Gabon. J'ose vous le rappeler à juste titre. Je vois que le tableau est vide, il n'y a plus de questions. Donc, cela suppose que pensez-vous que le peuple gabonais mérite le président qu'il a? Ben, je pense que il y a une phrase publique qui dit, une citation publique qui dit, tout peuple n'a les dirigeants, a toujours les dirigeants qu'il mérite. Donc, je pense que j'ai répondu à votre question. Je vois qu'il n'y a plus de questions, donc je vais évidemment conclure. Quelle serait la solution efficace pour ne plus retomber dans les mêmes travers que ceux observés au Gabon en Côte d'Ivoire? Mais la solution est déjà qu'on puisse dire à ceux qui sont des perdants, des mauvais perdants, de pouvoir garder leur sang-froid, mais surtout de ne pas activer les tensions ou les haines entre les individus, alors que le scrutin, il y a eu une décision qui a été prise, et puis le scrutin, quand il est clos, il est clos. Et pour le cas de la Côte d'Ivoire comme du Gabon, le scrutin est clos, le processus électoral est clos, Laurent Gbagbo a été élu et proclamé président de la République de Côte d'Ivoire, Ali Bongo Ondimba a été élu et proclamé président de la République gabonaise par la Cour constitutionnelle. Vous disiez il y a quelque temps qu'un franc-maçon ne pouvait rien faire d'intéressant au poste de Premier ministre. Je ne vous ai jamais dit cela. Mes écrits sont encore visibles. Je disais qu'on pouvait être franc-maçon et être Premier ministre, mais qu'on ne devait pas forcément être Premier ministre, on ne devait pas être forcément être Premier ministre pour être franc-maçon. C'est-à-dire qu'on ne devait pas être forcément franc-maçon pour être Premier ministre. Il ne faut pas faire d'amalgame. Je disais, on n'avait pas forcément besoin d'être franc-maçon pour être Premier ministre. Êtes-vous franc-maçon? Ben, c'est ainsi que mes frères me reconnaissent. Donc, je ne veux pas vous répondre à cette question parce que cela relève de ma vie privée. Et je ne suis pas là ce soir pour étaler ma vie privée. Ne faut-il pas d'abord dépolitiser les fonctions judiciaires? Mais les fonctions judiciaires, elles sont dépolitisées. Elles sont traitées à politique. Donc, je pense que il y a toujours une relation d'entente entre le politique et les fonctions judiciaires, mais cependant, je pense que lorsqu'il faut faire son travail, elles font toujours leur travail. Monsieur Telesport, nous vous remercions pour votre intervention. S'il n'y a plus de questions sérieuses, je pense qu'on va clore. Ben, Monsieur Victor, je pense que je pense qu'il y a encore quelques questions. On va attendre puisqu'il reste 6 minutes dans mon intervention. Donc je vais encore prendre pendant 6 minutes les questions. Et où en est-on avec l'affaire Ntumpa? L'affaire Ntumpa est devant la justice. Je pense que si vous lisez bien les médias comme moi, et comme tous les peuples africains, le peuple du monde entier, l'affaire Ntumpa est entre les mains de la justice. Et laissons la justice faire son travail. Alors, il n'y a plus de questions. CAN, qu'est-ce que ça veut dire? Franchement, un an de détention préventive. Je vois pas la question. La question n'est pas posée de manière correcte, donc je ne peux pas répondre à une question qui n'est pas posée de manière correcte. Si une justice aux ordres d'Ali Bongo Ondimba, ben c'est une affirmation qui relève de vous, comme je peux aussi entendre quelqu'un d'autre qui me dira que l'information relève, la justice gabonaise est aux ordres du peuple gabonais. De quoi reproche-t-on à Tumpa? Mais je sais que puisque vous savez qu'il est en prison, s'il est détenu, il est en détention, vous savez bien sûr pourquoi il est en détention. Donc vous ne me posez pas la question parce que derrière votre question se cache un vice. Et moi je suis un tournevis justement. Que dites-vous de l'affaire Wikileaks? Mais Wikileaks a écrit sur plusieurs affaires, a publié sur plusieurs affaires. Vous parlez de laquelle? On a eu plusieurs affaires qui ont eu à éclore sous les actions de Wikileaks. Donc, je ne sais pas de quoi vous parlez quand vous parlez de l'affaire Wikileaks. L'affaire de la BAC. Mais vous savez, dans ce document qui est très flou et très au conditionnel, qui est très au conditionnel,
vous voyez bien comme moi que comment voulez-vous qu'on puisse apporter tant de crédit à un document qui n'est qu'écrit au conditionnel, où rien n'est certain, rien n'est sûr. Donc vous voyez qu'il est très difficile de pouvoir débattre là-dessus. Sinon, en dans la spéculation, je ne pense pas que ce soit le but de mon intervention ce soir, la spéculation. Monsieur, vous avez l'homme de tous les paradoxes au cours de ce débat. Je ne sais pas ce que nous ne retenons rien. Ben, vous savez, pour conclure ce débat, je vais vous dire que euh, le seul parallèle que je vois entre le seul parallèle que je vois entre la crise ivoirienne et la crise gabonaise est qu'elles sont issues et elle est issue euh, des élections présidentielles et, euh, et que les deux peuples de part et d'autre, les parallèles également que je vois, c'est que les différents adversaires au président vainqueur, au président élu, continuent à refuser la voie des urnes, continuent à refuser, euh, la voie des urnes, continuent à refuser le verdict de la Cour constitutionnelle ou du Conseil constitutionnel. C'est également un des parallèles que je peux voir. C'est qu'évidemment, il y a également le parallèle, c'est qu'il y a un président qui veut, qui veut être élu, mais qui n'a pas été élu. Il y a un président qui aurait été souhaité élu, mais qui n'a pas été élu. C'est le cas de Laurent Gbagbo. Comme également, c'est le cas de Alassane Ouattara, autant pour moi, Alassane Ouattara. Comme c'est également le cas pour André Mbabam. Donc, pour ma part, j'estime que Laurent Gbagbo est le président élu légitime et légal de la Côte d'Ivoire, comme Ali Bongo Ndimba est le président élu légal et légitime du Gabon. Et c'est pourquoi j'estime que euh, j'appelle le peuple ivoirien à faire preuve de maturité politique, à ne pas tomber dans le piège qui leur est tendu. Vous savez, en Côte d'Ivoire, on ne produit pas encore des armes. Et certains, justement, veulent vendre leur stock. Et ils cherchent à créer des conflits et des tensions au sein du peuple africain, qui évidemment est un peuple jeune et un peuple chaud. Mais heureusement, il ne faut pas qu'on tombe dans cette erreur. Donc c'est pourquoi j'appelle à plus de vigilance et surtout plus de sérénité. J'appelle également le président Laurent Gbagbo à plus d'assurance parce qu'il a tout un peuple, aussi bien un peuple ivoirien et un peuple africain derrière lui et les humanistes du monde entier. Le président Libongo Ndimba doit être rassuré et doit bien comprendre que le peuple gabonais est derrière lui et continue à le soutenir, mais cependant ne le soutiendra qu'à condition, ne continue à soutenir qu'à condition qu'il puisse mettre véritablement en place les mécanismes visant à la réalisation de notre projet de société, l'avenir en confiance. Voici ce que je peux dire concernant les deux crises et j'appelle les fils de l'Afrique, aussi bien au Gabon qu'en Côte d'Ivoire, à se retrouver pour discuter, pour partager les sujets qui touchent l'avenir de ces deux pays-là. Parce qu'il en va bien sûr de, de- il en va bien sûr du devenir de millions